Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Soudan, où le président Omar el-Béchir vient d'être destitué et mis aux arrêts. On l'a vu, un conseil national militaire vient d'être installé, mais le peuple soudanais n'en veut pas. À quoi peut-on s'attendre dans les jours et semaines à venir? Nous avons posé la question au politologue sénégalais Boubacar Ba. On l'écoute, on en parle après. On peut s'attendre au pire. On peut s'attendre au pire parce qu'aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir ne sont pas seulement des militaires, c'est des militaires islamistes, et c'est un régime islamiste qui est au pouvoir et qui ne va pas vouloir lâcher de sitôt le pouvoir. Il y a un équilibre qui s'est instauré entre différentes forces, que sont d'un côté l'armée, de l'autre côté les services de renseignement, et ici il y a les forces de soutien rapide qui sont une sorte de garde prétorienne de l'ex-président. Donc le Premier ministre actuel, du moins celui qui est le ministre de la Défense, est quelqu'un qui réussit comme ça à établir l'équilibre entre ces différentes forces. Et en fait, c'est une certaine stabilité qui a lieu, et je ne vois pas comment cette triptyque va accepter de lâcher le pouvoir et pour le remettre tout de suite dans des mains de personnes qui eux-mêmes ne maîtriseront pas. Les islamistes ont mis du temps à contrôler le pays, ça fait 30 ans qu'ils y arrivent, ils ne vont pas lâcher aujourd'hui ce pouvoir-là. Très rapidement, il faut s'attendre au pire, comme dit Boubacar Ba. Je nuancerai les propos de Boubacar Ba sur un seul point. Il a raison quand il dit que les islamistes ne lâcheront pas le pouvoir de sitôt, mais il a tort de penser qu'il n'y aura pas des ouvertures, des évolutions énormes, inattendues, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, l'homme qui a été choisi pour diriger le CNT, Ahmed Ben Aouf, a été en même temps militaire. Il a été vice-président, il a été en diplomatie, et c'est justement l'homme qui fait tampon entre toutes ces forces qui gravitaient autour de Béchir. D'accord. Quelle évolution possible alors? Aujourd'hui, je ne dirais pas les militaires, les Soudanais, dans toutes leurs composantes, sont obligés d'envoyer des messages clairs sur 3 directions. Oui. Les libertés, la démocratie, oui, et l'économie. Sur ces 3 aspects, ces 3 aspects vont les obliger pas à renouveler les pratiques, mais à faire venir vers eux des ressources nouvelles qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas le même regard. Oui. La pratique politique que la leur. Jean-Bernard Bikim, il faut qu'on circonscrive la question. La question c'est, vous avez toujours rassemblé au QG de l'armée des milliers de Soudanais qui ne sont pas encore satisfaits du départ de Omar el-Béchir, qui exigent plus qu'ils veulent, la chute totale du régime. Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours qui viennent? On ne dit pas ce qui va se passer dans les semaines et mois, là où le peuple de jour comme de nuit continue de se rassembler. Qu'est-ce que le Conseil militaire de transition peut apporter comme réponse? Alors, il y en a 2. La première, il faut quand même le rappeler, les rassemblements devant le QG de l'armée, oui, il y a eu des affrontements entre la police, les Janjaweed, la force de sécurité rapide, les milices de soutien, de soutien rapide, oui, et l'armée du Nice. Oui. Ceux qui sont interposés par les coups de feu en l'air, ce sont les militaires. Oui. Voilà. Ensuite, nous savons qu'il y a une difficulté énorme, c'est que l'économie du pays, les finances du pays, l'industrie du pays, tout est centralisé entre les mains du Nice. Donc la bagarre qui a lieu en ce moment, c'est justement récupérer ce pouvoir économique, politique et industriel pour réoxygéner l'économie et par ce j'inscris cette réponse faire tomber la pression. Dans le moyen terme, tout au moins. Et Ouma Ba, très rapidement, avant que je ne passe à vous, Madame Aurel Kanté, vous, quel élément de réponse peut-on apporter en ce moment à ce qui se passe là? Parce que le peuple dit
nous ne sommes pas satisfaits, nous ne voulions pas que le départ de Béchir, nous voulons le départ de tout le régime. Et donc nous ne baissons pas les bras, la révolution se poursuit. Alors, quelle peut être la réponse à apporter? Je pense qu'à un certain moment, les pressions du peuple vont connaître soit une issue heureuse, soit malencontreuse. Voilà. Oumaba dit il faut s'attendre au pire. Ils vont C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure de mon point de vue. La raison de l'avoir mis en emphase, pour la bonne et simple raison que lorsque vous ne permettez pas la transition de manière constructive et inclusive, il va sans dire que ceux qui auront perdu leur espoir vis-à-vis de toute évolution positive et pacifique pourrait être par des méthodes de radicalisation. Oui. Et il y a aujourd'hui la matière pour pouvoir les capter, notamment avec le terrorisme, avec certaines forces centrifuges transnationales. Mais je pense que l'hypothèse la plus probable, de mon point de vue, c'est que le Soudan, au-delà du Nissan, est globalement sous perfusion macroéconomique externe. Oui. Et c'est là où des pays du Golfe, que je ne vais pas citer, qui ont une grande emprise en termes de perfusion économique et financière vis-à-vis du régime d'El-Béchir, qui a permis un peu de pouvoir payer les salaires et autres, et de tenir, ces pays-là vont être travaillés au corps par certaines puissances mondiales. Et c'est à ce niveau-là où la position de ces grandes puissances, plus les positions, comment dirais-je, des monarchies du Golfe, pourraient être déterminantes dans ce qui va se jouer. Mais n'oublions pas aussi le rôle que peut jouer l'Union africaine. On reviendra sur la question des influences externes, ou du moins du rôle que la communauté internationale peut jouer. Mais in fine, si vous permettez de terminer, c'est que ce que je pense être plus plausible, c'est qu'on peut aller vers une sorte d'ouverture du CMT envers les forces vives civiles, et ensemble, on peut aller vers une logique de transition négociée. Et je crois que c'est cela l'hypothèse la plus crédible de mon point de vue. Transition négociée, comment doit-on l'imaginer? Ce que dit Oumaba est très pertinent. C'est peut-être la seule façon aujourd'hui de couper la poire en deux. Un régime qui joue sa survie, un peuple qui veut le départ total de ce régime et qui visiblement se radicalise. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'ouvrir le Conseil militaire de transition, qui ne sera peut-être plus le Conseil militaire de transition, mais une sorte de Conseil national de transition, tout simplement, aux membres de l'Association des professionnels soudanais et aussi aux partis d'opposition, pour former une sorte de gouvernement d'union nationale pour gérer la transition. Oui, justement, ça a été trop ambitieux de dire une transition de 2 ans, après tant de tumultes et tant de personnes sur la durée qui ont fait pression pour que ce régime s'en aille. Mais je crois qu'au final, c'est Trump qui a eu raison, qui a été très visionnaire, Donald Trump, qui a demandé à ce que, justement, le Conseil de la transition intègre la société civile. L'Union européenne aussi. L'Union européenne par la suite. Ensuite, mais il faut comprendre que ces 8 fortes associations qui composent les professionnels sont aujourd'hui en train de faire pression et de galvaniser les troupes sur place pour que ça ne lâche pas. Je veux vous dire qu'ils sont un peu partout, ils ne sont pas tous au Soudan. Bien sûr, ils sont dans les grandes villes, ils sont à l'ouest, ils sont au Darfour également. Voilà, ils ne sont pas que dans le pays non plus. Donc ils se sont très bien organisés pour tenir les troupes sur place. Et je crois que leur pression fera qu'il y aura un changement dans le sens de ce qu'a souhaité Trump dans l'aboutissement ou l'issue de cette révolution naissante. Mais n'oubliez pas que le Soudan a une position très stratégique dans le golfe d'Aden. Oui. Et que, donc, ça ne sera pas une affaire des seuls Soudanais. Oui. Des forces extérieures d'Occident, de l'Asie, et des forces également arabes. Et le monde musulman s'intéresse de très près et veut savoir l'issue. Et à qui surtout reviendra le dernier. Sauf qu'ils ont laissé la situation s'exacerber. Ils ont laissé la situation pourrir un peu d'une certaine façon. Le peuple s'y est mêlé maintenant et s'est radicalisé et veut le départ de l'ensemble du régime. Se pose la question, comment contenter aujourd'hui, comment expliquer aujourd'hui au peuple d'accepter le maintien du système, enfin, du Conseil militaire de transition et l'entrée de certaines personnalités de la société civile. C'est ça le défi. Oui, mais ça sera ça le plus dur, parce qu'il y aura une méfiance. La société civile est
les militaires vont se regarder en chien de faïence, mais en même temps, c'est un mélange qu'il faut savoir rendre non explosif pour que ça cohabite au cas et que ça soit plutôt une transition avant de passer aux élections et de décider d'autre chose. Mais je trouve que 2 ans de cohabitation avec la seule CNT sera une catastrophe à l'égard de tout ce qui a été mené comme contestation, tout ce qu'on ne veut pas et que pendant tout ce temps, pendant 10 ans, qu'Omar Béchir a pu narguer la communauté internationale. Comme vous dites qu'il a eu le soutien tacite ou pas de certains pays, mais c'est parce que justement il était aussi le président en exercice. On ne voulait pas à la CPI envoyer à la CPI un autre président en exercice et donc ça a pu lui servir de tranche-vue. Oui, je rappelle effectivement que quand les mandats d'arrêt ont été mis... Il a fait 150 voyages. Contre lui, il a énormément voyagé. D'ailleurs, 150 voyages ça a déclenché le courroux de l'Union africaine, en tout cas de ses homologues africains qui ont défié à l'époque la CPI. Revenons à la situation interne. Jean Bernard Kim, quelle est aujourd'hui la configuration de l'appareil sécuritaire? Est-ce qu'il y a homogénéité? Est-ce qu'il parle d'une même voix? Ou bien il y a fracture au sein de l'appareil sécuritaire déjà, puisque de toute façon, c'est l'appareil sécuritaire qui tire le pays. Il existe plusieurs appareils sécuritaires et entre eux, il y a de très fortes divergences et de très fortes tensions pour la simple bonne raison que un militaire comme moi d'ailleurs, si je me retrouve demain en situation difficile, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de me dire comment je protège mes enfants, comment je protège ma famille, comment je fais pour survivre. Oui. Et dans le cas en l'espèce, il faut bien le dire, le Qatar, il n'a pas voulu les citer, je l'ai cité, le Qatar, l'Arabie Saoudite, oui, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Égypte, après le premier mois de manifestation, ont demandé à Béchir de trouver une solution de transition négociée, inclusive, afin d'épargner le pays de revivre le drame du Darfour. Lui, il a répondu par la répression violente. Béchir a dit, c'est vrai, il a déjà maté, oui, il avait déjà maté 3 révolutions. La dernière, c'était la révolution des étudiants. Elle a été sanglante. Elle a été sanglante. En 2013, oui. Il a dit qu'il pensait et qu'il croyait que ces forces parallèles allaient juguler cette manifestation. L'Égypte a fermé les yeux, la Chine a fermé les yeux, l'Arabie Saoudite a fermé les yeux pour la simple bonne raison que sur les forces qu'il y avait au Yémen, le plus fort contingent sur le Yémen, c'était le contingent soudanais. Au bout du 2e mois, Béchir s'est déplacé en Russie pour demander à Poutine de l'aide. De protéger son pays, on se souvient. Pour protéger son pays contre les forces spéciales américaines. C'était en novembre 2018. Qui déstabilisent tout le Soudan. Oui. Et qui ont infiltré le Nice. Parce que parce qu'on en parle, qui ont infiltré le Nice. Et du coup, ils ne contrôlent plus le cœur nucléaire de son régime. Poutine lui a demandé de se rapprocher, pas des militaires, mais de se rapprocher des frères musulmans pour trouver le moyen de faire évoluer... L'historique sera effectivement... Pour faire évoluer l'idéologie, l'idéologie, la doctrine et le dogme. Ce qui n'a pas véritablement fait. Et c'est là où ça a coincé. Oui. Puisque les frères musulmans n'oublient pas que ce sont eux qui lui ont permis d'arriver au pouvoir, et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il les a massacrés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère. C'est-à-dire les Soudanais rentrent dans une nouvelle ère. Dans cette nouvelle ère, les défis sont de 2 ordres. Le premier ordre, c'est comment faire coexister l'ensemble des Soudanais sur ce territoire. Mais moi, en l'occurrence, je parlais déjà du Conseil militaire de sécurité. Oumaba, on sait que dans des situations comme ça, il y a le discours officiel de la communauté internationale, mais ce n'est pas un mot que j'aime trop utiliser. Mais dans le contexte d'ici, quand on dit communauté internationale, on pense aux Américains, aux Européens, etc. Généralement, ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, est différent du discours officiel.
Est-ce qu'au fond, ça ne les contente pas aussi d'une certaine manière, étant donné le contexte global de lutte contre l'islamisme, contre le terrorisme, qu'au fond, un régime militaire prenne la succession d'Omar el-Béchir? Nous parlons d'un pays qui fait 1 886 000 km² à sécuriser avec 43 millions d'habitants, un pays fortement islamisé. Est-ce que ça ne fait pas finalement l'affaire de la communauté internationale que, pour l'instant, un régime militaire prenne la succession d'Omar el-Béchir? Je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, je vais vous décevoir, parce que la communauté internationale n'est pas réductrice au seul pôle occidental. Oui. Elle est plus complexe, c'est une mosaïque de puissances et donc d'intérêts contradictoires. Et que sur le postulat premier de la charte des Nations Unies qui gouverne un peu l'ordre multilatéral, il va sans dire que la stabilité des États génère plus de dividendes pour le développement, pour l'investissement, pour la stratégie, etc. Maintenant qu'il y ait des logiques de puissance, de lutte d'influence, c'est vrai, c'est indéniable, mais de là à dire qu'ils soient contents ou pas, je crois que tous ont été très préoccupés, comme on le dit toujours en diplomatie, mais sur le plan de la théorie, vous qui êtes politologue et qui enseignez ce genre de choses qui sont tout à fait intéressantes, est-ce qu'il est facile pour des civils de prendre aussitôt le pouvoir après 30 ans de régime militaire? Non, je ne le pense. Qui plus est, était islamiste. Oui, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais elle est assez faible en termes d'opérationnalisation. C'est là où je vous dis que le CMT peut soit se moduler, soit rester intact, mais les dynamiques post-prise de pouvoir par le CMT, post-destitution, vont changer. Donc, tout dépendra donc de l'équilibre qui va se faire entre les forces endogènes et aussi les pressions exogènes qui seront contradictoires. Parce que vous verrez une puissance X ou un pays Y qui aurait intérêt à ce qu'il y ait tel clan du proche el-Béchir ou qui était autour ou qui serait anti-el-Béchir qui puisse être plus influent, etc., pour telle autre raison stratégique. Donc là, on peut être dans une logique d'équilibre. Mais quoi que l'on dise, tout dépendra de l'issue de l'évolution de la situation. Si elle se fait pacifiquement, on peut aller vers des dynamiques de transition négociées. Si elle se fait maintenant par la répression dans le sang, puisqu'il y a un couvre-feu qui est actuellement annoncé, pour un mois, qui est déjà bravé, entre 22h et 4h du matin, mais qui est déjà bravé, les manifestants ont déjà prévenu qu'ils ne respecteront pas ce couvre-feu. Ça pourrait être source de tension et donc d'incertitude. C'est là où je disais que les deux hypothèses-là, on ne peut pas exclure l'une ou l'autre. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.